Est une nouvelle fois frappée en plein cœur. La capitale du Burkina Faso a passé la nuit de dimanche à lundi sous le crépitement des armes automatiques comme cible, un endroit fréquenté par une clientèle composée majoritairement d'expatriés. Bilan, au moins 18 morts dans un pays membre de la coalition anti-djihadiste du G5 Sahel. Fait aggravant, le café-restaurant Aziz Istanbul, lieu prisé par la clientèle férue de foot, à l'heure où se jouait le Classico, duel opposant en Espagne, le FC Barcelone au Real Madrid, se situe à quelques dizaines de mètres d'autres établissements déjà pris pour cible par de semblables attaques en janvier 2016. Le ministre de la Communication, qui a annoncé la fin de l'assaut, a informé que 2 des assaillants avaient été neutralisés par les forces de l'ordre. Le scénario est presque le même au Mali, où 9 morts sont à déplorer dans 2 attaques distinctes. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, le président français Emmanuel Macron et Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, tous ont unanimement condamné cette attaque. Au-delà du caractère politique que revêt les discours, aurait-on pu empêcher cette attaque? Quelle responsabilité et à quel niveau? La mise en place de la force G5 Sahel est-elle la solution? Quelle efficacité pour le G5 Sahel alors que tous ces pays membres ou presque sont la cible d'attaques de ce type? Burkina Faso, nouvel attentat à Ouagadougou, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, une croisade perdue d'avance. La question sera posée, c'est le thème retenu pour le débat du jour. À toutes et à tous, bonjour et merci de nous préférer. Angle de vue, c'est votre ange qui permet l'analyse des faits marquants sur le continent africain. Le débat prend place juste après ceci. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, 2 experts. D'abord, Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour. Consultant, vous êtes spécialiste des questions de protection et de sécurité. Merci d'être sur ce plateau. Face à vous, aujourd'hui, Kloubou Agboissi Noumovi, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes lieutenant-colonel des forces armées béninoises à la retraite, conseiller à la sécurité des Nations Unies et négociateur d'incidents de prise en otage, notamment. On va s'arrêter là. Kloubou Agboissi, que Ouaga soit frappé à quelques mètres des lieux des attaques de janvier 2016. Est-ce que c'est explicable pour le spécialiste des questions de sécurité que vous êtes? Oui, la question est posée et nous sommes tous dans une situation de regret pour tout ce qui se passe actuellement au Burkina. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment dommage. Après quelques années d'accalmie où le Burkina était comme le pays refuge qui bascule brutalement d'un pays d'intérêt à un pays d'opération, vraiment c'est difficile à comprendre. Et je remarque une certaine morosité qui prévaut actuellement à Ouaga. Et je suis convaincu que les Burkinabés sauront relever les défis et sauront prendre des mesures appropriées pour que cela n'arrive plus jamais au Burkina. Voilà. Souleymane Hamzat, on a pourtant entendu les autorités rassurer que ce type d'attaque n'aurait plus lieu. Je voudrais déjà présenter au peuple burkinabé, n'est-ce pas, toutes nos condoléances aux familles éplorées et évidemment aux étrangers aussi qui en font partie. Je voudrais dire déjà qu'il n'y a pas de sécurité zéro. La sécurité zéro, ça n'existe nulle part. Le Burkina a été frappé déjà l'année dernière, au mois de janvier 2016. Je pense qu'il fallait en tirer déjà des leçons. Est-ce que cela a été fait? Est-ce qu'il y a eu un diagnostic des faits de janvier 2016? Et voilà qui se répète. Encore que c'est le même mode opératoire. Le même mode opératoire et à 200 mètres. Oui, à quelques mètres à peine. Sur l'avenue Kwame Nkrumah que je connais. Bien sûr. C'est vous dire que, à mon avis, il y a un laxisme. C'est-à-dire qu'il y a une négligence. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on a été frappé à un point A et à 200 mètres près, qu'il y ait encore la même attaque. Il doit y avoir des failles sécuritaires. Et cela est dommageable parce que au sein de nos armées aussi, on n'a pas des unités antiterroristes, c'est-à-dire des unités qui réfléchissent à anticiper sur ce genre de bêtises venues du Sahel. Voilà. Oui, c'est vraiment
ce n'est pas aussi simple que ça. Quand vous avez des citoyens qui sont dans un état désespéré, désespéré, il est difficile que les forces armées soient en mesure de contrôler à 100% tous les déplacements, tous les mouvements d'un pays. C'est vraiment dommage. Donc le problème, comme vous le posez, c'est bien, il faut repartir à la base, il faut repartir à la source et comprendre pourquoi le Burkina est victime de tels incidents. Alors, expliquez-nous, selon vous, qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui le Burkina soit pris en étau par ce type d'attaque? Est-ce que c'est déjà le changement de régime, puisque on sait que c'était un régime militaire qui dirigeait le Burkina Faso jusqu'à récemment? Est-ce que le fait que ce soit un régime civil en griffe qui soit porté à la tête du Burkina, est-ce que c'est ce qui explique le fait qu'il y ait ces failles-là, Klouboabou, ici? Oui, votre question me fait penser à la formule célèbre de Clausewitz, qui disait que la guerre, c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Cela étant, bon, si nous devons voir, pas forcément le Burkina, voyons le Mali, le Tchad, le Niger, le Nigeria. Donc le problème est aussi sérieux que juste des opérations, puisque de façon générale, nos États ne fonctionnent pas bien. Les conditions ne sont pas établies pour que les gens travaillent pour le développement. On travaille pour la survie. Donc personne n'est content. Tout le monde est aigri. Et c'est de là que nous devons être, c'est à cette source-là que nous devons aller et voir comment progressivement la conscience de nos concitoyens a évolué au point de les obliger à poser de tels actes. Et vous voyez bien que ceux qui ont un certain amour pour leur pays, pour eux-mêmes, prennent le désert, prennent la Méditerranée, la même Méditerranée et meurent. Vous comprenez un peu? Vous pensez que l'intégrisme religieux peut provenir aussi des difficultés que les gens ont dans leur quotidien à satisfaire les besoins vitaux, par exemple? Puisque la religion même, c'est une quête individuelle. Et cela dépend aussi de votre environnement, de votre condition de vie. Et vous êtes obligé d'accepter juste le monde jazz pourvu que vous puissiez vous sentir à l'aise. Et de ce pas, il est vraiment difficile de croire que les militaires ne font pas leur boulot. Le risque ne peut pas être zéro. C'est vrai qu'il fut un moment, le Burkina a été frappé et on assiste encore à un nivellement pareil. C'est vrai, dans la même zone. Pratiquement sur le même Oui, dans la même zone. Et il faut comprendre que le travail, c'est un travail de fond. Puisque nous l'avons évoqué, est-ce que c'est l'ancien régime toujours? C'est la politique, les pays colonisateurs, c'est assez complexe. Qu'on ne peut pas trancher et impliquer ou condamner les militaires pour n'avoir pas vraiment fait le boulot. Je vais rebondir par rapport à ce que dit mon co-débatteur. J'ai dit ici qu'il n'y a pas de sécurité zéro. C'est vrai. Je suis spécialiste dans ces genres de questions, des questions non, je suis consultant, n'est-ce pas, en problématique du terrorisme. J'ai dit ceci, j'ai dit qu'il n'y a pas de sécurité zéro. Mais je parle du fait qu'il y a une attaque sur un point A. Et que quelques mois plus tard, on revient à 200 mètres près, refait une autre attaque. Pour moi, en tant que spécialiste des questions de sécurité, je n'y comprends que dalle. Parce que pour moi, quand vous frappez sur un point A, il faille qu'il y ait diagnostic. Qu'on cherche à comprendre mais pourquoi ils en sont arrivés là. Que faut-il faire pour que ça ne se répète pas? Et voilà que ça se répète à 200 mètres près. C'est là où je parle de failles de sécurité. Je ne dis pas que les militaires n'ont pas fait le boulot. Vous voyez, même ailleurs, quand il y a des frappes terroristes, il y a des armées qui mettent des œufs à arriver. Dans le cadre de ce qui s'est passé avant-hier, il n'a fallu que 20 minutes pour que les éléments soient déployés sur le terrain et que la zone soit totalement quadrillée. Donc je lance même un satisfecit aux militaires burkinabés qui ont su réagir promptement. Sinon le carnage aurait été autre. Il aurait été d'une certaine ampleur. Pour moi, il faut diagnostiquer les faits. Et je dis, au sein de nos États, ceux qui sont chargés des questions de sécurité, est-ce qu'ils font le boulot? Ils ne le font pas. La question ne se pose même pas, ils ne le font pas.
Je prends le cas de mon pays ici pour ouvrir un peu une brèche. Rapidement. Il y a eu des frappes sur Dantopa. Vous vous souvenez, il y a des années, ils sont allés jusque sur les banques de ce marché-là, aller taper sur les banques, prendre des billets, puis partir. Des années plus tard, il a fallu, vous savez, à l'époque, le DGPN, il a pris des dispositions pour que ça ne se répète plus. Dans le cas du Burkina, vous pensez que s'il y avait eu des dispositions, même au cadre civil, en parlant des sociétés de gardiennage, n'est-ce pas, qui surveillent. À Ouaga, ils sont armés, hein, les sociétés. Pas de la sécurité La sécurité privée. privée, voilà, privée. Au Burkina, ils sont armés. Au Bénin, ce n'est pas le cas. Ils auraient pu aussi réagir. Donc, moi, je dis qu'il y a des failles. Je continue de dire, je maintiens qu'il y a des failles. Est-ce que des dispositions ont été prises au lendemain de cette attaque de 2016? Ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Oui, les mesures, ce qui est certain, l'armée, elle est dans une dynamique. Elle travaille en permanence. Et puisque vous voulez, tel que vous prenez l'armée, comme l'a décrit le général Tissou dans son livre L'esprit de défense, il dit, mais cette partie visible de l'iceberg ne peut être que le bras de la nation et ne saurait jamais en être la tête. Donc du coup, c'est le politique qui donne les moyens. Et c'est vrai que l'armée a son système de fonctionnement, de formation, de déploiement sur le terrain et d'organisation de façon générale. Mais ce qui est certain, et dans notre pays, progressivement, nos forces armées sont déjà montées en puissance et nous espérons que comme partout, le problème du terrorisme, c'est comme les voleurs, c'est comme les gangs, c'est vraiment difficile. Mais il faut souhaiter que nos gouvernants fassent un travail beaucoup plus qui consiste à rassembler le peuple plutôt que à créer des problèmes ou à renforcer les inégalités. Cela aurait peut-être permis... Vous me permettrez d'éclairer une fois de plus ma lanterne. Rapidement. Les questions de sécurité ne sont pas liées à des questions de défense. Je suis en train de vous expliquer... je vous explique ça. J'ai dit qu'il y a des failles sécuritaires. Je ne veux pas dire... Je ne suis pas en train de parler de l'armée. Non, je ne parle pas de l'armée. Non, quand vous parlez de l'armée, il y a tout dedans. Non, il n'y a pas tout dans l'armée. Il n'y a pas tout. La police n'est pas un corps de l'armée. La police, par exemple, c'est pas un corps de l'armée. Je vous parle des questions sécuritaires. Et je crois, pour le peu de connaissances que j'ai, qu'il y a deux unités ou deux forces qui s'occupent des questions de sécurité. C'est souvent la police ou la gendarmerie. L'armée, elle est là pour défendre. Donc, moi, je reste dans ce cadre-là, n'est-ce pas, de failles sécuritaires. Les failles sécuritaires sont liées à qui? À ceux qui, au lendemain des premières attaques, devaient étudier et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se répète pas. Je suis sûr que ce n'est pas l'armée. Non, c'est clair. Alors, ce que nous disons, c'est qui est important. Oui, allez-y. Nous allons évoluer rapidement. Qu'est-ce qui, pour vous, permet à ce type de groupe terroristes de choisir ces cibles-là? Est-ce que c'est des gens qui agissent à la volée? Est-ce que c'est des gens qui planifient? Comment est-ce que ces groupes-là peuvent fonctionner selon vous? Non, ces groupes, ces compatriotes peuvent même des dizaines d'années, peuvent même 2 ans, 3 ans à observer, à planifier. Ce n'est pas comme ça, à la volée ou bien impromptu. Mais cependant, ce qu'il faut reconnaître, je l'ai dit au départ, des compatriotes qui pensent qu'ils sont mal compris, qui sont victimes des injustices. Et c'est cela qui entraîne. Et du coup, il y a des groupes, ils rejoignent des groupes terroristes, ou Acme, ou Moujao, autant, et avec une mutation en permanence. Et ce qui leur permet de mener certains actes pour se faire entendre, pour que les gens parlent d'eux, pour que les gens eux-mêmes aient peur d'eux. Donc c'est vraiment le modus operandi, faire peur, créer la psychose. Et le choix, nous ne pouvons pas le savoir, parce que déjà avoir les victimes, il y a toutes les nationalités, peut-être qu'avoir autant de possibilités que possible, et c'est ce qui
de temps en temps, les pousse à faire le choix de leur cible, je crois. La grande majorité des victimes sont d'ailleurs des Burkinabés. Souleymane Hamzat, pour vous, le mode de fonctionnement de ce type de groupe, c'est lequel? Puisque pour ce cas, on voit qu'ils ont choisi de retourner pratiquement au même endroit que la fois passée. Est-ce que c'est pour donner, est-ce que c'est pour passer un message? À quoi fonctionne ce type de groupe? Je ne pense déjà pas, je ne pense même pas que c'est pour passer un message. S'ils ne sont pas une formation politique, encore moins une formation militaire, c'est juste la tuerie de masse. Le terrorisme. L'objectif, c'est de faire le plus de victimes possible. Depuis qu'on assiste à ces attentats terroristes, vous avez déjà, en dehors de Boko Haram qui dit que, en fait, l'éducation occidentale n'est pas la bonne. Mais en quoi l'éducation occidentale n'est pas la bonne? Moi, je suis musulman, je suis hajj, je prie, je fais toutes mes prières. J'ai été soldat, j'ai fait mes cours officiers en Libye. Cela laisse faire de moi un terroriste. Je ne le serai jamais. Je ne l'ai pas été, je ne le suis pas, je ne le serai pas. Donc, il faut que déjà on réfléchisse à savoir d'où vient le mal. D'où vient le mal? Et pourquoi cibler tout le temps les mêmes endroits où il y a beaucoup plus d'occidentaux, machin, tout ça. Mais parmi les occidentaux, il y en a qui... Moi, j'ai connu des Français musulmans. Il y a des Français qui sont musulmans, qui prient comme moi. Est-ce qu'ils sont des cibles aussi pour Boko Haram? Je me pose la question. Ils sont dans un business qui ne dit pas son nom, ces gens-là. Le mental est ailleurs. Et pour arriver à assouvir, passez-moi le mot, leur soif, de vengeance. ils sont, non, même pas de vengeance, d'appétit. Ils viennent, ils détruisent, ils frappent très fort. Ça, c'est sur le plan, ce que nous constatons en tant qu'analystes. Mais sur le plan politique, sur le plan économique, il y a d'autres revers que nous ne voyons pas, et que nous n'oserons pas expliquer ici. Parce qu'on sait parfois, on a vu sur d'autres fronts, que ceux qui arment ces terroristes-là sont souvent les mêmes États qui viennent jouer les pompiers. Voilà. Non, alors ne banalisez pas, banalisons pas l'événement. Puisque c'est un citoyen qui accepte de mourir. Bon, si vous le savez, ça c'est les effets. Mais les causes, nous ne savons pas. Donc, les raisons qui le poussent à aller à ce point, à se sacrifier lui-même pour le plaisir de répondre à l'injonction d'un leader ou d'un pays tiers. Moi, je crois que le problème est aussi sérieux. C'est vrai qu'aucun pays n'est à l'abri, mais c'est pour cela que nous demandons que l'effort de développement soit fait. Oui, ce n'est pas aussi banal que les gens, ils ont simplement envie de faire du mal, mais ils veulent se faire entendre. Ils veulent la publicité, ils veulent que... Parce qu'ils dénoncent quelque chose. Ils veulent quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ils utilisent ce moyen-là pour atteindre leur but, pour se faire entendre. Voilà, moi, je crois. Nous allons ensemble suivre le point de l'attaque. C'est un point fait par Maïsa Sirémé. Elle est procureure du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. C'est sur des propos recueillis par notre correspondant sur place, Claude Romba. Un commando de 2 jeunes individus de sexe masculin parvenus à hauteur de l'avenue Kwame Nkrumah sur une motocyclette a pris d'assaut la pâtisserie Café Aziz Istanbul Restaurant à Ouagadougou. Armés de fusils d'assaut de type AK-47, les 2 assaillants ont ouvert le feu sur les clients du café-restaurant, causant la mort de 18 personnes et blessant plusieurs autres. Grâce à la prompte intervention de nos forces de défense et de sécurité, les 2 assaillants ont été confinés à l'arrière du bâtiment où ils ont été mis hors d'état de nuire. Le bilan provisoire au stade actuel de l'attaque terroriste se résume ainsi qu'il suit. Nous déplorons malheureusement
18 personnes tuées et pour l'instant 15 formellement identifiés, dont 8 Burkinabés, 2 Koweïtiens, une Canadienne, un Sénégalais, une Nigériane, un Turc et un Français. 3 corps sont en cours d'identification. Les 2 terroristes ont été abattus. Nous déplorons aussi 22 blessés, dont 5 de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. 40 personnes ont été libérées et nous enregistrons des dégâts matériels très importants. Voilà le point fait par Maïssa Sérémé, procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Cloubou Abouissi, est-ce que pour vous, la réaction des forces de l'ordre a été la bonne? Est-ce que cette façon de donner l'assaut pratiquement sur le lieu où est reclus ces terroristes-là, est-ce que c'est cette façon d'opérer qui est la meilleure? Vous savez, tout à l'heure, quand je parlais de l'armée, c'est-à-dire, dès que le pays est ciblé en tant que tel, toutes les forces sont impliquées. Le déploiement prend en compte, après l'analyse, le diagnostic que propose Hamzat. Alors, et tout un système est mis en place. Un système de coordination est mis en place et pour toutes les activités des forces présentes sur le territoire. Et vous avez su qu'en moins de 20 minutes, les forces de l'ordre sont arrivées. Mais ce que j'apprécie, il faut aller. À un moment donné, il faut marquer le coup pour qu'une fois les terroristes comprennent que si vous continuez de faire comme ça, nous allons toujours vous mater. Moi, je crois que puisque ce n'était pas un système de prise d'otage, ils sont venus commencer à tirer. On ne peut qu'utiliser ce moyen-là pour mettre fin au canage. Moi, je crois. Voilà. Bien. Face à ce type d'attaque, est-ce qu'on doit donner l'assaut tout de suite? Ben oui, en France aujourd'hui, l'ordre est donné même d'y aller tout de suite. Si vous êtes porteur d'une arme, vous y allez tout de suite. Il vaut mieux stopper le cancer que de le laisser évoluer. S'ils étaient restés, je crois, un peu plus d'une heure, on n'aurait pas compté 18 morts. On serait allé au-delà, parce que là, ils seraient rentrés, ils seraient passés chambre par chambre. Je pense que le mode d'attaque a été performant, de mon point de vue. Mais je reviens sur l'aspect sécuritaire des sites. Ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a déjà eu une attaque en janvier. Qu'est-ce qui a été fait? En France, je donne le cas de la France par exemple, il y a le plan Vigipirate. Il y a le plan Vigipirate qui rentre en Excel dès que les services, je parle de la DCRI, la DCRE, tout ce qu'il y a d'antiterrorisme, émettent une alerte pour dire attention, il y a tout de suite le plan Vigipirate. Ça part des sociétés de sécurité privées où on vous recommande, par exemple, en entrée d'une boîte de nuit, laissez-moi finir, en entrée par exemple d'une boîte de nuit, de faire des fouillages, de faire des fouilles au niveau des sacs par exemple, ou quand on voit un individu un peu avec le torse trop bombé, machin, essaye de le palper. Il y a des détecteurs de métaux. Est-ce que nous avons tout ça ici? Vous pensez que c'est ce qu'on doit faire? Non, je dis dans le cadre de l'attaque qu'il y a eu, où les gens sont venus directement avec des armes et ont commencé par arroser la foule, on ne pouvait pas opérer de cette manière. Mais il faille aussi que dans le système de quadrillage d'une ville, d'un compartiment, qu'on prévoie des systèmes d'alerte. Pour dire attention, il y a ça, on risque d'être soumis à tel type d'événement et anticiper. Le contre-terrorisme, c'est l'anticipation. Il ne faut pas attendre d'être frappé et venir avec des armes et venir éteindre le feu après. Je ne suis pas d'accord. Oui, c'est bon. Donc, vous avez parlé déjà de sociétés privées. Mais dans nos pays africains, c'est en Europe, le gouvernement n'accepte même pas qu'il y ait des centres de recherche, de réflexion géostratégique, géopolitique, on n'en a même pas. À plus forte raison, vous parlez de sociétés privées. Ça fait partie des failles dont je parle. Donc c'est par là que ça doit commencer.
Bon. Il faut aujourd'hui, en fait, comme vous le dites, Louabo ici, il faut déjà penser comme ceux qui réfléchissent ou qui frappent. Parce que quand vous ne connaissez pas votre adversaire, ce n'est pas évident que vous puissiez l'anéantir. Bon, il faut aussi qu'on soit un peu clair. Allez-y. L'Afrique est différente de l'Europe. La posture de sécurité ou militaire n'est pas la même. Ne peut changer. Parce que nous avons des habitudes, nous avons des comportements que nous devons peut-être adapter à cela. Et au regard de nos moyens également. C'est vrai que tout à l'heure, il faut le système sécuritaire qui est mis en place dans autour de chaque établissement. Puisque c'est pratiquement le deuxième grand événement. Bon, à l'issue de ça, peut-être que les autorités vont dire qu'est-ce que nous faisons, quelles sont les mesures que nous prenons. Si c'est une fois, leur attention peut ne pas être vraiment attirée sur l'insistance ou la portée de mettre en place des systèmes de vidéosurveillance ou de mettre en place des éléments postés pour prévoir ou prévenir ces événements. Mais ce qui est important de noter, nous avons eu une réaction prompte, ce qui a permis de limiter le gainage. Et en plus, ce que nous demandons aujourd'hui à nos États, c'est qu'il faut revoir le système de formation de nos troupes. Il faut revoir, il faut revoir tout cela, le système de formation de nos troupes, de manière à leur permettre de s'adapter aux nouvelles menaces qui sont à l'intérieur. C'est intra-État et non plus que ça vienne de l'extérieur. Parce que la plupart de ces événements-là ne peuvent pas avoir lieu sans des cellules dormantes au Burkina, à Ouaga. Il y a toujours des gens à l'intérieur qui facilitent, qui coordonnent et font la surveillance, la reconnaissance et facilitent la mise en œuvre de l'opération. Ouais. Voilà. Souleymane Hamzat, aujourd'hui, est-ce que la responsabilité de cette attaque-là revient au gouvernant burkinabé? Tout à fait. Est-ce qu'on peut l'affirmer? Ah ben oui, tout à fait, puisque déterminer déjà la politique sécuritaire d'un État, ça ne vient pas des soldats eux-mêmes. Hein. C'est le politique qui dans le cas du Bénin, il y en a un qui demande la fusion de deux corps. C'est une vision, il faut avoir... La sécurité, c'est une vision. C'est une vision, il faut l'avoir dans le long terme. Il ne faut pas attendre. Je disais dans une émission en 2014 que quand la case du voisin brûle, il faut songer à la vôtre. Il faut prendre des dispositions à ce que ce feu-là qui brûle de l'autre côté ne vienne pas. Ça a été le cas du Tchad. Vous voyez, quand ça a commencé au Mali, le président Déby a pris sur lui d'envoyer des troupes au front pour aller éteindre, parce que de là-bas, les gens rentraient directement chez lui. Aujourd'hui, ils sont presque à ses portes. Il y a des attentats de temps en temps aussi au Tchad qui sont déjoués. Il y en a d'autres qui réussissent, il y en a d'autres. Il faut une politique sécuritaire dans tout État sérieux. Un État qui se veut sérieux doit avoir une politique sécuritaire. Je me rappelle, sous la Révolution ici au Bénin, il y avait ce qu'on appelait les comités locaux de sécurité. Vous savez, vous vous rappelez, il y avait les Angbetor, machin, qui est la nuit. Et on voulait savoir, monsieur, vous sortez d'où? Vous avez une carte d'identité? On se posait des questions. Mais aujourd'hui, n'importe qui, nos frontières sont perméables. Des gens rentrent, ils sortent, on ne sait pas qui, vous ramenez quelqu'un de l'Afrique du Sud, il héberge chez vous des années, il fait n'importe quoi, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, moi, partant de ce point, je considère ces gens d'actes-là comme des failles sécuritaires. Et ceux qui sont chargés de réfléchir à ça, ils ne montrent pas souvent la bonne voie à nos gouvernants. Il va falloir qu'on prenne des gens qui ont été au contact. Moi, je privilégie beaucoup plus les gens qui ont été au contact que ceux qui sont restés dans des bureaux. Je pars du point de vue de l'expérience du terrain. Vous n'allez pas me prendre un soldat qui n'a jamais entendu des tirs de calaïs, en tout cas, qui n'a jamais été au front. Vous n'allez pas le comparer à un petit terroriste qui vient se faire sauter à Tantokwa. La réalité, elle est là. Prenez des gens qui ont été au contact. Ici, dans mon pays, moi, je connais des officiers qui ont pris sur eux d'aller arrêter des délinquants. Donc, qui ont dit, moi, au risque, au péril de ma vie, j'y vais et je fais le job.
Comparé à d'autres qui écrivent beaucoup de papiers là, et qui ne disent rien. Le grand frère, par exemple, il a un parcours. J'étais content de savoir qu'il est en train de laisser des mémoires. Il y en a aussi qui ont été au contact, mais qui n'ont pas laissé de mémoire. Il faut que nous repartions à la base. Ça peut demander des années. Hein. Il faut jamais être pressé de réaliser quelque chose. Amen. À partir du moment où on est assujetti à ce genre d'attaque, le Burkina aurait dû réfléchir depuis. Créer une force antiterroriste, ça vaut ce que ça vaut, et la sécurité n'a pas de prix. Voilà, nous allons évoluer dans ce débat. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a condamné un attentat ignoble et assuré que son vaillant peuple opposera une résistance sans concession au terrorisme. Nous allons suivre un extrait de son adresse à la nation. C'est le lieu pour moi de condamner avec fermeté cet acte ignoble et barbare qui fait la honte de la civilisation universelle. Peuple du Burkina Faso, devant la barbarie des terroristes au café Istanbul, la bravoure et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité ont été exemplaires. L'objectif des terroristes est clair, déstabiliser le pays, empêcher notre peuple de consolider sa démocratie dans la paix et de se mettre au travail pour construire son bonheur. C'est pourquoi j'invite aussi tous mes compatriotes, dans un élan de solidarité, d'unité et de dignité, à barrer la route à ces ennemis de notre peuple. Aussi longtemps que nous saurons nous unir, nous mobiliser autour de l'essentiel, le développement de notre chère patrie, la consolidation de la démocratie dans l'intérêt supérieur de notre peuple, dans le dialogue, la concertation et le travail, nous serons invincibles. Ici, votre avis sur le discours du président du Faso? Nous n'allons pas nous attarder sur le discours. Nous allons penser aux actions. Voilà. Moi, je ne veux pas de réaction. Et selon vous, quelle est la responsabilité du chef de l'État? Mais lui, il emporte l'entière responsabilité parce que ça ne va pas, c'est lui. Oui, c'est le dernier recours, c'est lui le président. Alors, ce qui est important, je l'ai dit au départ, ils ont pris l'engagement. Parce que la morosité qui prévaut actuellement là-bas, nous espérons que le Burkina, au regard même de leur devise, je crois bien que c'est unité, prospérité et puis justice, ils sauront s'unir, ils sauront s'organiser pour que cela n'arrive plus jamais au Burkina. Mais la réaction, nous devons éviter de réagir. Tout à l'heure, Madame le disait, il faut agir, il faut commencer à travailler. Et travailler, le plus souvent, les problèmes que nous avons également, c'est que souvent, nous demandons aux étrangers, aux experts étrangers de venir faire le travail à la place de nos chefs. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Le plan de sécurité, le plan de protection, ce plan-là doit être établi par nos cadres nationaux. Et ils connaissent leur pays, ils connaissent les réalités. Et c'est cela aussi que nous devons demander à nos dirigeants d'associer les locaux, les experts locaux, nationaux, dans l'élaboration de ces plans ou dans la réalisation de leur vision pour que nos pays soient en sécurité. Oui, mais sur ce plan-là, je suis à 400% d'accord avec lui. Parce que c'est bon, les beaux discours politiques, tout ça, mais c'est le terrain qui commande. Les familles qui sont en derrière, là, c'est fini. Ils ne reviendront plus à la vie, ces gens-là. Que faisons-nous pour que la prochaine fois, de tels événements ne se répètent plus? Et je suis d'accord avec lui qu'il faille réfléchir par nous-mêmes. Vous me dites, excusez-moi de vous dire ça, je ne viens pas vous dire comment vous placez votre matelas dans votre chambre. Je ne viens pas vous enseigner votre mode de vie chez vous. Nous sommes des États. Si nous sommes réellement indépendants, on ne peut pas attendre que des experts qui ne connaissent même pas nos États, qui ne connaissent ni le désert, ni le force Barkhane, tout ça, pour moi, c'est du pipeau. Les Maliens connaissent mieux le sol malien que n'importe qui. Les Béninois connaissent mieux Tchaoulou que n'importe qui. Les Burkinabés connaissent, je ne sais pas, Ouaga ou n'importe quelle ville que n'importe qui. Aucune force étrangère ne viendra nous enseigner ce que nous connaissons. De toute manière, remontant à nos parents, même avant que la démocratie et tout ça s'installe, même au sein des royautés, il y avait des systèmes de gouvernance et de sécurité. Effectivement. Mieux gérés que par les temps qui courent. Donc retournons à l'essentiel.
Et trouvons des solutions pour empêcher ça. S'il faut créer des cellules qui réfléchissent, qui analysent, trouver des experts comme le grand frère et d'autres pour réfléchir aux problèmes de la nation. Aujourd'hui, on veut aller vers une union. L'Union africaine, ça fait près de 10 ans, on veut créer une Amérique qu'on n'arrive pas à créer. On se moque de qui? Voilà. Moi, je voulais revenir un peu sur nos pratiques traditionnelles. Allez-y. Nous savons que nos pays, nos parents avaient des habitudes, avaient des systèmes de protection. Mais il suffit pour moi, je le dis toujours, il suffit qu'on les identifie, qu'on les développe, qu'on les oriente, et puis on pourrait créer nos propres systèmes de sécurité, de défense. C'est assez aussi simple que ça. Comme la dernière fois, tout à l'heure, on discutait de notre compatriote de épée qui a fait une radio comme ça, avec des moyens rudimentaires. Mais l'État aurait pu s'approprier ce matériel-là et le développer. Tout à fait. Aujourd'hui, on pourrait peut-être travailler sans équipement venant de la France ou bien de l'Italie ou du Japon. Donc, nous revenons un peu à nos passés, puisque, mais quand vous voyez, comme Maurice Yaméogo, mais si on lui dit maintenant que son pays est attaqué, il dirait quoi? Ou bien au Mali, que Kanga Moussa va apprendre que les gens sont venus attaquer le Mali, il va dire quoi? Oh, nos anciens, ils ont des méthodes, des pratiques, qu'on aille à la source et qu'on cherche. Et on trouvera pour que nos peuples se sentent beaucoup plus fiers d'eux-mêmes. Ouais. Voilà, le son de cloche du président Roch-Marc Christian Kaboré est partagé par la France. On sait que la France est présente avec plus de 4000 hommes, notamment dans le cadre de la force Barkhane dans la région. Le président Macron a, avec son homologue burkinabé, ils sont convenus de l'urgence de mettre en œuvre, messieurs, des décisions prises lors du sommet de Bamako le 2 juillet, le sommet qui demandait d'accélérer la mise en place de la force G5 Sahel. Pour vous, est-ce que la force G5 Sahel est la solution? Je commence par vous. Non, je crois que ce n'est pas bien. Le G, là, c'est les petits G ou bien c'est les grands G? Parce qu'on connaît les G. Oui, on sait que c'est le Mali, bon, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie. Si tel est que nos présidents pensent que c'est dans le rassemblement qu'ils peuvent combattre le terrorisme, mais pourquoi depuis 42 ans, la CEDEAO, c'est depuis 75, non? 42 ans, pourquoi on n'avance pas? Et c'est maintenant qu'il faut faire un mariage de circonstances pour quoi? Donc pour vous, le G5 Sahel n'est pas la solution? Non, ce n'est pas bien. Le verre est déjà dans le fruit. Si le verre était à l'extérieur, on pourrait peut-être se poudrer, envoyer des insecticides comme ça et tuer l'insecte. Mais l'insecte est déjà dans le fruit. Ils veulent tuer la population. Moi, je crois que, très sincèrement, qu'on reparte à la base, qu'on fasse le diagnostic et qu'on voit concrètement la cause. Ne traitons pas les effets. Qu'est-ce qui a occasionné au point que des citoyens maliens, burkinabés participent à la destruction, au meurtre, ou c'est pas, à la tuerie de masse de leurs compatriotes, c'est pas possible. Donc c'est à cela que nous devons parler plutôt que de dire venez, j'allais donner de l'argent, mais au même moment vous voulez vous voulez avoir votre liberté, vous voulez avoir votre indépendance, vous dites, donnez-moi de l'argent pour que je puisse combattre mes compatriotes. Moi, je crois que ce n'est vraiment pas bien. Madame Zat, je connais votre avis, mais je vais quand même vous poser la question. La création d'une force militaire conjointe des pays du G5 Sahel, on rappelle que c'est la Mauritanie, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, forte d'environ 5000 hommes. Est-ce que cela, quand même, à terme, ne pourrait pas résoudre le problème sécuritaire? Déjà, la masse ne règle pas le problème. Ce n'est pas le nombre qui importe. C'est pas le nombre qui importe. Le colonel sait de quoi je parle. Une petite équipe de 5 personnes, la preuve, il n'était que 2 ou 3 personnes à aller sur un café, déstabiliser toute une ville. Ils étaient 2. À déstabiliser toute une ville. Pendant qu'il y avait l'armée, tous les corps constitués de l'armée pour défendre la nation, ils n'ont pas pu. Il a fallu aller tirer pendant des heures pour arriver à bout. Moi, je pars du simple fait que les politiques, j'ai souvent dit, les politiques nous induisent en erreur. Les politiques, ils ne savent pas décider. L'homme de terrain restera un homme de terrain. Le soldat restera un soldat parce qu'il est face à une vision du terrain. Il est face à un ennemi farouche qu'il connaît, dont il connaît les méandres. On ne peut pas aller chercher un politique pour régler des problèmes de terrorisme. Ce sont
eux qui prennent certainement les grandes décisions. Mais il appartient au noyau dont parlait le colonel tout à l'heure, à savoir des experts en tel domaine, d'autres dans tel domaine. Il faut regrouper tous ces gens-là et discuter avec eux, chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas été. Pourquoi? Et je vois que le colonel n'arrête pas de revenir sur des questions de développement. Le terrorisme aussi est lié aux questions de développement. Il souffrait que celui qui n'a pas mangé depuis 5 jours, si je viens avec ma bombe, souffrait qu'il prenne le couteau et qu'il aille attendre au coin de la rue, le premier venu pour lui faire la peau. Le gars n'a pas mangé, vous voulez qu'il fasse quoi? On lui donne 200 000, va te faire sauter, manger. Le gars, il a fini de manger, alléluia, et puis il est parti. Il va se faire sauter au milieu. Mais j'ai suivi un imam somalien qui disait arrêtez de vous bombarder. Ceux qui vous donnent les bombes là, vous dites allez vous faire sauter là. Dites-leur, faites et moi je suis. C'est le conseil que je donne à mes jeunes frères qui prennent les armes, qui rentrent dans des cafés, qui tirent. Mais c'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Aucun acte de terrorisme ne vous apporte le paradis. Est-ce que vous en avez vu un qui est déjà allé de l'autre côté au paradis, qui est revenu vous dire « Je me suis fait bombarder, j'ai vu le prophète Mahomet ». C'est une aberration totale. Voilà. Et il faut que nos politiques arrêtent de s'entêter à faire des sommets qui ne servent à rien. On donne la priorité aux soldats qui sont des hommes de terrain pour régler les problèmes liés au terrorisme. Voilà. Votre avis est clair. Le président guinéen, président d'exercice de l'Union africaine, déclare qu'il faut qu'on accélère l'opérationnalisation du G5 afin que les Africains soient en première ligne pour défendre la sécurité de leurs citoyens, mais aussi les expatriés. Il a en outre appelé ses partenaires européens, nous allons y arriver, à trouver les 400 millions d'euros de fonds qui manquent. Le même président parlait pourtant, il y a quelques mois, de couper le cordon ombilical avec la France notamment. Est-ce que c'est impossible pour les États africains, Kloubouagou ici, de mobiliser par eux-mêmes les fonds pour permettre le fonctionnement de ce type de force? Oui, ce qui est dommage, c'est que nos pays ont des forces à l'intérieur et ne peuvent pas utiliser leurs forces pour régler leurs problèmes. Et veulent forcément faire un regroupement et commencer à balayer de l'extérieur vers l'intérieur. Mais je crois que ce n'est pas bien. L'argent qu'ils demandent, moi je préfère que nous revenons toujours au développement, que par exemple le Nord Kidal soit développé, le Nord Burkina soit développé, le Nord Bénin soit développé, ainsi de suite, que l'on s'occupe, au lieu d'un programme de survie, d'un travail de survie, pensons au travail de développement dans une certaine dynamique. Vous voyez un peu le long des trottoirs, un peu partout. C'est de l'informel. Ça n'amène nulle part. Personne. Les gars, ils gagnent combien? Il y en a certainement qui gagnent beaucoup d'argent parce que c'est des emplois utilitaires, c'est vrai. Mais dans le cas du Burkina, avec l'appel du président de la Guinée, je ne crois pas que ce soit nécessaire qu'on trouve 400 millions rapidement comme ça à détruire. Moi, mon problème, j'ai peur. Parce que tous ceux qui sont impliqués, ce sont des Burkinabés, ce sont des Maliens, ce sont des Tchadiens qui constituent la cellule dormante et travaillent pour que un jour, à 2 ans, d'ici à 3 ans, que l'on vienne mater les concitoyens, qu'on prenne l'argent pour travailler sur le mental, créer les conditions qui permettent à ceux-là qui posent des actes ignobles pour leur permettre de comprendre que, mais en effet, avec le peu que j'ai ici, je peux vivre avec ma famille. Plutôt que de tendre la main à quelqu'un, de prendre de l'argent et aller commettre le suicide de masse. Aujourd'hui, le Burkina, hier, la Côte d'Ivoire, le Mali, mais aussi la Tunisie, l'Égypte ou la Somalie, tous ces pays ont été cibles de ce type d'attaque à plusieurs reprises. Pour certains, le combat contre le terrorisme, est-ce que ce combat laisse des motifs d'espoir? Rapidement, Souleymane Hamzat, dernière question. Mais on ne peut qu'avoir espoir. Hein. Sinon, c'est l'enfer après. On ne peut qu'avoir, on est condamné à avoir l'espoir, sinon on laisse place. Vous savez, la nature aurait du vide. La nature aurait du vide. Si on est là à attendre que voilà, bon, on est désespéré, ils ont pris de l'avance sur nous, mais on va laisser faire plus grave que ça. On va laisser faire plus grave que ça. Je parle du patriotisme. Très rapidement, du patriotisme. Si nous prenons un soldat qui décide de donner sa vie pour sauver celle des autres, je pense que cela dénote d'un élan patriotiquement correct.
Pourquoi ne pas reformer nos soldats dans ce cadre-là? Parce que nos soldats aujourd'hui ne sont plus les soldats que nous avions connus dans les années précédentes. Oui. Aujourd'hui, c'est des démocrates. La politique a gagné les rangs et n'importe qui, voilà, on ne sent plus ça. Il n'y a plus de soldats maintenant. C'est fini déjà, le temps donné pour cette époque. On n'a pas vu le temps passer. Était sur ce plateau, Souleymane Abzat, vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous, Ploubou Agouessi Loumonvi, lieutenant-colonel, conseiller à la sécurité des Nations Unies, négociateur d'incidents de prise en otage. Messieurs, merci d'être sur ce plateau. Ce sera tout pour cette émission. D'ici là, portez-vous bien.